L'enregistrement commence. Hello Et and welcome bonjour et everyone. I bienvenue à can't tell if chacun de people are vous. entering Je yet. ne vois pas si les gens sont dans I la salle. believe you are. Hello, Et hello. Welcome. j'imagine, Thank you for bonjour, being bonjour, here. bonjour à tous Can et everyone hear me merci okay? d'être parmi nous. Est-ce que vous m'entendez bien? Great. Oui, c'est parfait. As people are entering, we'll give Alors que a les few personnes entrent minutes dans la salle, nous before allons we donner get à started chacun and I'll quelques do some minutes avant de ramblings ne as commencer. people do. Et My name je vais is vous parler. Je Wilfreda Edwards and m'appelle I'm the Executive Wilfreda Director Edward, of directrice Cinder, the générale Canadian du Center for Centre Nonprofit canadien Digital pour la Resilience. résilience numérique I have the des pleasure of being your organisations à but moderator non today. lucratif. At Et je Cinder, we suis believe heureuse that d'être every charity votre and nonprofit in modératrice et Canada nous should be able pensons to que use data toutes and les technology charités to et effectively les meet their organismes missions à but and non grow their lucratif impact. devraient pouvoir This mission utiliser is la directly linked technologie to pour today's leur conversation. mission et So l'impact. we'll be talking Et about cette unlocking conversation digital aujourd'hui va skills parler for de success and débloquer giving you les solutions to compétences numériques empower your et vous nonprofits. donner But des first, solutions pour a automatiser few votre housekeeping organisme à but items. non lucratif. Closed Quelques captions are points available and d'administration. Les enabled for the sous-titres entire sont webinar. disponibles We also have pour simultaneous tout le interpretation into both webinaire, French and English. I'll pass things l'interprétation over to simultanée Israel, également. who will walk Et us je through vais a quick passer la tutorial parole on à how that Israël happens. Over qui to you, va vous Israel. expliquer comment ceci va se Yeah, passer. thank you. Oui, We have merci. Et interpretation. nous avons You will find l'interprétation. a Vous button at the allez bottom of trouver your le screen bouton that au bas says de votre écran interpretation. qui So indique please select the interprétation. language that you would like to Sélectionnez la listen langue to. que vous We have voulez English écouter. and Nous French. avons anglais et français. Thank you. Merci. Thank you, Israel. Merci, Israël. Now, we also encourage you Et to également, nous use the vous chat encourageons function à utiliser la boîte to de introduce clavardage yourself chat or afin de vous throughout the session if you présenter need any tout au long technical de la support. section si vous You avez can also besoin de use soutien the Q&A technique. Vous function that's pouvez found également in utiliser la fonction questions-réponses au bas de votre écran si vous voulez poser des questions à nos panélistes. Et en fin de webinaire, nous allons répondre aux questions les plus importantes et les plus pressantes que vous nous aurez posées. Et avant de ne passer à nos panélistes et de creuser la conversation, j'aimerais prendre quelques minutes afin de pouvoir reconnaître le territoire sur lequel nous nous trouvons. Le réseau d'Imagine Canada travaille et dépendent des territoires autochtones traditionnels qui nous fournissent l'espace physique, subsistance, sécurité, communauté pour travailler, vivre et nous y amuser. Notre siège social est situé sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, Haudenosaunee, les Wendat et les Wyandot. Nous reconnaissons que ces terres sont couvertes par le traité 13 et la ceinture Wampum, Dish with One Spoon Belt, c'est le pacte, et reconnaissons que ces terres abritent encore de nombreuses et diverses Premières Nations, des métiers et des Inuits. Personnellement, je vous rejoins de Ottawa, qui est le territoire non cédé des Anishinaabe. Les peuples de la nation algonquine vivent sur ce territoire depuis des millénaires. Et je suis reconnaissante que je puisse travailler et avoir des loisirs sur ces termes. Ma responsabilité est d'en être les intendants. Et c'est là que je vous encourage à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez et d'avoir de la gratitude et de prendre des actions afin de pouvoir comprendre plus sur les Premières Nations, c'est-à-dire la reconnaissance, la possession. Et nous allons parler de gestion des données. Si ceci est fait de façon efficace, ceci veut dire la souveraineté numérique. Et ces principes affirment, afin de pouvoir collecter la protection, la collection et l'utilisation de ces données qui font partie de la recherche respectueuse et l'autodétermination. Prenez quelques instants afin de pouvoir regarder le site OCAP et nous assurons que le lien sera dans le chat pour vous. Et le mois dernier, nous avons lancé la dernière phase de notre rapport communautaire. C'est une collaboration avec des partenaires très engagés qui font partie, par exemple, aujourd'hui de notre panel, les représentants d'Imagine Canada et le Conseil, le Blueprint et le DEIS. Et nous sommes ici pour vous indiquer les résultats les plus saillants de ce rapport et afin que vous soyez mieux préparés
pour les défis numériques. Nous avons commencé ce projet il y a environ 6 mois avec une mission de vous équiper, vous les organisations à but non lucratif, avec les besoins que vous avez pour répondre aux besoins numériques. Nous avons été en partenariat avec plusieurs organisations afin de voir la situation et avons élaboré des prototypes afin de pouvoir être euh, avoir une meilleure alphabétisation numérique. Et une partie de ce projet est le DS+, le cadre DS+, qui est une approche globale qui va au-delà de l'alphabétisation numérique. Il intègre des compétences essentielles, la communication, créativité, innovation, afin de pouvoir répondre aux exigences du monde et les organisations qui y sont confrontées. Nos panélistes vont en parler plus avant. Et si je vais passer la parole à chacun de nos panélistes qui vont se présenter. À vous la parole en premier, Viet. Merci infiniment, Wilfreda. Et je vais partager parce que j'ai le plaisir de parler en premier et de présenter tout ce qui est sur ma diapositive, mais j'imagine, oh non, nous n'avons pas tout et c'est comme ceci que je m'appelle Viette et je suis le responsable de recherche économique à l'Université de Toronto et j'ai le plaisir extraordinaire de pouvoir travailler avec d'excellents amis. Imagine Canada, Blueprint, Cinder, sur ce projet particulièrement. Nous sommes impliqués dans ce projet et je vais arrêter de partager mon écran. Et nous sommes financés par le gouvernement fédéral particulièrement. Et avec un peu d'espoir, le nom de ce ministère ne changera pas avec le nouveau ministre, mais Skills for Success, c'est le programme dont nous parlons et ce projet ne serait pas faisable sans ce financement. Mon application avec ce projet commence vraiment avec la fin. Et à la conclusion de ce projet, nous voulions avoir des outils pour les organisations à but non lucratif quand ils passent à un niveau supérieur sur le plan numérique, afin de s'assurer que tout marche avec les contraintes et que ce soit utile pour eux. Et ceci veut dire beaucoup d'étapes pour le projet. Et le projet avec lequel j'ai été impliqué est l'étape de validation. Qu'est-ce que ceci veut dire? Quelles sont les compétences dont on a besoin et pour lesquelles vous êtes engagé? Et quel genre de talent? Est-ce que ceci marche avec le secteur à but non lucratif? Et donc, nous avions deux études qui étaient penchées sur les travailleurs techniques dans le secteur à but non lucratif et la demande de compétences. Et nous avons eu plusieurs assumptions et un rapport clé est que souvent, vous travaillez dans le secteur à but non lucratif et vous n'avez pas le budget pour avoir les travailleurs compétents et que vous vous basez sur les ressources internes ou des personnes qui travaillent dans un secteur qui n'est pas numérisé. Et ceci informe beaucoup de ce que nous faisons et je suis très enthousiaste de pouvoir y passer et je vais vous repasser la parole, Wilfreda. Merci infiniment, Viet. Et nous allons passer à Max Palama, qui est président de Blueprint. Et merci infiniment, Wilfreda. Et oui, je m'appelle Max Palama et je suis le vice-président à Blueprint. Et nous sommes une organisation à but non lucratif basée sur la mission et nous voulons utiliser les preuves numériques. Nous sommes très enthousiastes d'être impliqués dans ce projet. Comme Viet l'a mentionné, nous travaillons avec et beaucoup de notre travail initial a été fait afin de pouvoir comprendre les besoins particuliers du secteur à but non lucratif sur le plan de numérisation, ce qui concerne la capacité
Et Blueprint a également travaillé pour faire des réponses prototypes et afin de pouvoir construire la capacité du secteur. Et la deuxième question est vraiment qu'est-ce que nous voulons faire concernant la capacité, voir ces modèles et avec l'organisation, est-ce que ceci peut être construit pour nos organisations et de voir comment ceci peut être mis à leur échelle. Et la recherche en premier, nous avons sondé beaucoup d'organisations à but non lucratif, leur capacité de numérisation, quels étaient leurs besoins, les formations, qu'est-ce qu'ils avaient fait afin de bâtir cette capacité. Nous avons eu beaucoup de résultats et nous avons vu que il y avait une reconnaissance des besoins, de l'importance de cette alphabétisation numérique et cette numérisation est vraiment critique pour leurs opérations au jour le jour, mais il y a vraiment beaucoup de lacunes et la moitié des organisations auxquelles nous avons parlé et la majorité ont indiqué que la numérisation était importante, mais qu'il n'en était que vraiment au tout début de leur cheminement. Et nous avons vu également certains domaines où les besoins étaient afin de pouvoir bâtir la capacité. Et la plus grande lacune était entre les besoins et l'importance que les travailleurs de front, se confrontaient en ce qui concerne la capacité, les décisions stratégiques et tout ce qui doit être construit dans le secteur. Et nous avons également entendu beaucoup des contraintes financières et ceci est vraiment une difficulté très importante afin de pouvoir augmenter la capacité et la disponibilité des ressources au jour le jour et afin de pouvoir livrer leur mandat et également la complexité du domaine et les options qui sont disponibles, les opportunités de formation et afin de pouvoir les aider. Et quand nous parlons de défis et la réponse des prototypes, nous essayons vraiment de les bâtir, mais de répondre aux besoins que nous avons entendus, mais également les contraintes. Nous avons eu une gestion afin de pouvoir répondre à ces besoins et également la capacité, les processus qui font que les organisations peuvent utiliser ces processus et les personnes, ce n'est pas un développement abstrait, mais la façon dont ils opèrent. Et ce qui nous a vraiment aidé est il faut quelque chose qui soit vraiment compréhensible dans ce processus, mais également d'avoir le but d'aider les organisations pour répondre à leurs besoins au jour le jour et quelles seraient les prochaines étapes afin de pouvoir être très stratégiques. Nous avons appliqué ce modèle et avec quelques partenaires qui nous ont vraiment aidés afin de pouvoir changer l'expérience. Et nous avons eu beaucoup de rétroactions très importantes pour leurs ambitions et en construisant ces approches qui sont assez faciles, je crois que la numérisation, l'alphabétisation de numérisation est assez facile et avoir des financements réguliers également est un véritable défi. Mais nous avons entendu les inquiétudes, c'est difficile de pouvoir et d'avoir la capacité dans leurs organisations et les opportunités avec leur mandat le plus important. Je crois que nous avons fait beaucoup d'avancées afin de pouvoir itérer cette décision. Et également, nous allons voir comment tout ceci sera fait dans le futur et je vais repasser la parole à Wilfreda. Merci infiniment de ce survol. Il y a vraiment beaucoup à faire. Merci, Max. Et Sampada, à vous la parole afin de nous dire ce que vous pensez. Merci infiniment et merci de m'avoir invité. J'apprécie grandement cette opportunité de pouvoir nous nous apporter votre optique. Et je suis Sampada Kokade et je suis vice-présidente des relations externes à Skills for Change.
Et au sujet de Skill for Change, nous avons été fondés en 92 et nous avons fourni beaucoup de services, l'immigration, l'établissement, le développement de la main-d'œuvre, les développements communautaires pour les nouveaux arrivants, les réfugiés et les communautés mal servies au Canada. Nous étions une organisation centrée sur les femmes et nous sommes entrés dans notre approche intersectionnelle afin de comprendre la conjoncture entre l'immigration et l'inclusion. Et depuis 43 ans, nous sommes une organisation nationale qui joue un rôle très important pour soutenir l'intégration, l'établissement et les options de carrière afin de pouvoir offrir la participation pleine dans les contextes locaux et nationaux. Et je vous le dis, nous croyons vraiment à un support holistique afin de pouvoir aider les gens avec la formation, le soutien mental et bien sûr maintenant la numérisation, l'alphabétisation pour nos clients, pour notre personnel et pour le secteur entier. Et quand on m'a invité ici afin de pouvoir jouer un rôle dans le prototype de développement de capacité, je me suis dit que c'était une opportunité pour essayer de capter les données pour les 16 000 clients que nous servons toutes les années et d'avoir un secteur plus élargi autour de ce travail. Le prototype était une opportunité de réfléchir à ce changement dans ce domaine et de faire que les données ne sont pas juste la réglementation et la surveillance, mais qui est une véritable partie de ce que nous faisons, mais c'est également l'équité, la responsabilité pour les programmes que nous offrons. Les secteurs à but non lucratif doivent prouver leur impact et souvent sans les budgets et sans les outils pour ce faire. Et de voir le prototype était vraiment un miroir que nous offrions à l'organisation. Nous avons pu euh, offrir le projet étape par étape, quelles données sont collectées, quels outils peuvent être utilisés. Ça n'était pas juste technique, mais c'était vraiment stratégique et très rafraîchissant pour ma perspective. Ce que j'ai pensé était le plus utile de ce prototype, c'était comment il simplifiait le rôle des systèmes numériques et des gestions, particulièrement pour quelqu'un comme pour moi, qui gérait ce projet, qui n'était pas vraiment au courant des systèmes. Et je crois que ça m'a aidé à faciliter le système et que ceci soit plus facile d'accès pour les organisations qui ne se voient pas comme étant techniques, entre guillemets. Ceci était vraiment très important pour le secteur à but non lucratif qui n'ont pas un personnel dédié à la technologie, à l'informatique et d'avoir les personnes qui travaillent au jour le jour de prendre en charge ce travail et ce modèle permis à toute personne afin de voir comment ceux-ci s'imbriquent dans leur travail journalier. Les outils sont absolument critiques pour notre secteur. Ils démystifient ce que ceci veut dire d'être au courant de la numérisation et de pouvoir avoir de meilleures pratiques de numérisation. Ce n'est pas juste d'adopter quelque chose au jour le jour et non les processus, la collaboration, de soutenir de meilleures décisions avec les données. Nous les avons. Et oui, le secteur a tellement de gestion et d'histoire et de données. Il faut vraiment les organiser afin de pouvoir mieux partager ce que nous avons à dire. Et je veux également dire qu'il y a vraiment des défis auxquels le secteur fait face et nous avons eu différentes itérations de qui pourrait être impliqué afin de tester les prototypes et la capacité. Tout ceci a pris plus longtemps pour nous afin de le déterminer, mais avec les meilleurs outils, même avec ceci, pour avoir de nouveaux processus et souvent où les organisations à but non lucratif sont en mode survie pour livrer ces projets. Ceci est très, très difficile. Avec les meilleures intentions, souvent, ils démarrent et après, ils doivent s'arrêter parce qu'il y a d'autres responsabilités, livraison de services qui ont priorité. Mais cette expérience a été très importante et j'ai très hâte d'avoir cette discussion avec les panélistes afin de creuser plus profondément
parce que ceci a affirmé que les données, ça n'est pas juste un luxe. Non, ça n'est pas un luxe. Je vous dis, c'est vraiment la façon dont nous bâtissons les programmes, le financement pour les organisations et comment nous les servons et comment nous pourrons croître. Et afin de pouvoir avoir un chemin qui amène à la transformation, mais non, à la pérennité pour notre secteur. C'est extraordinaire. Merci infiniment, vraiment d'excellents messages clés au sujet de la pérennisation. Et ça n'est pas juste avec l'obéissance, non, ceci a à faire avec raconter vos histoires autour de l'équité. Merci infiniment. Et nous allons passer à la discussion avec nos panélistes. Mais en premier, nous allons passer avec la recherche des données et il semblerait que ceci soit la priorité clé afin de pouvoir développer la recherche et le développement du prototype. Pourquoi pensez-vous que ceci est ainsi? C'est une excellente question et je crois que ceci reconnaît un fait fondamental qui est souvent ignoré dans ces conversations. Souvent, on nous dit dans notre espace que tout le monde doit avoir un code et d'être au courant de l'IA et notre recherche montre que ce n'est pas vraiment vrai. La plupart du temps, le genre de compétences dont les personnes ont besoin, les entreprises, mais également les organismes à but non lucratif, vous n'avez pas toujours besoin de pouvoir coder votre chatbot et c'est un niveau beaucoup plus bas de numérisation. Et quand on a fait la recherche, on a vu qu'environ 20% du secteur non lucratif demande à Microsoft Office, Word, Excel, et vous réalisez rapidement que cette idée de données, de structurer les données et les tableaux deviennent vraiment vitaux. Pour gérer les listes de services clients, votre CRM, ou de collectionner des données sur le service et documenter les processus, tout vraiment revient à l'utilisation et la connaissance de ces outils de tableau. Et ça ne vous dit pas comment faire un budget, comment gérer ceci. Vous avez besoin également de toutes ces connaissances qui ne sont pas numériques. Mais également, nous avons réalisé que les tableaux et la technologie est un outil très versatile et que toutes les organisations, ou presque à but non lucratif, utilisent et qui peuvent tirer parti de pouvoir avoir une échelle plus importante concernant la capacité. C'est ce que nous avons vu dans notre recherche, la demande avec les compétences différentes dans les organisations à but non lucratif. Et oui, c'est ce que nous avons vu. Merci, Max. Autre chose à rajouter? Et je crois que comme ceci a été décrit précédemment, je crois qu'il y a une compréhension absolument incroyable de pouvoir démontrer l'impact sans que le secteur n'ait nécessairement des outils. Et je crois que c'est une question de comprendre ou de compter ou de s'assurer que l'obéissance a été respectée et de pouvoir utiliser les données pour la capacité afin de pouvoir mieux livrer. En ce qui me concerne, le secteur a une très bonne compréhension de ses besoins et c'est pour ça que nous appelons ceci l'intelligence commerciale. Mais je crois qu'il n'y a pas nécessairement d'investissement, il y a une question de financement et de comprendre au sein du secteur les besoins, mais les ressources ne suivent pas nécessairement. Et je crois qu'il y a une lacune concernant la demande pour les organisations à but non lucratif afin que les organisations puissent trouver les ressources. Et nous allons en parler un petit peu plus avant, le rôle des bailleurs de fonds. Et à vous, Sampada, et ce qui a été dit précédemment, oui, le paysage concernant le financement est beaucoup plus complexe et il est très compétitif et la meilleure façon de montrer l'impact est
au travers des données. Quand on parle de créer des systèmes équitables, on voit ce qui se passe de par le monde, la polarisation autour de l'immigration, par exemple. Comment est-ce que vous allez prouver que ce travail est nécessaire? On peut dire, et je peux être ici et dire, oui, on se débrouille très bien, j'ai vu tel ou tel programme, mais jusqu'à ce que vous ayez la capacité de donner afin de voir, de dire, en résultant de nos programmes dans ce secteur, on a vu de nombreux immigrants qui ont des emplois durables alors qu'ils sont venus de leur pays. Au sujet de la santé mentale, on a pu soutenir tant d'individus jusqu'à ce qu'on puisse se baser sur les données. Je crois que ceci sera de plus en plus difficile pour nous de prouver, comme je l'ai mentionné auparavant, de prouver pourquoi ce travail est très important. Et chacun est sous pression, les bailleurs de fonds, les décideurs politiques, et nous ne pouvons pas voir ou mesurer ce que nous n'organisons pas. C'est vraiment la monnaie envers notre crédibilité afin de pouvoir prendre des décisions. Et c'est la seule façon dont les organisations peuvent changer la donne. Et parlant de défis, Sampana, on va rester avec vous, basé sur la recherche, de tester ces prototypes. Quels sont les obstacles les plus importants? Vous en avez déjà parlé. Et pour vous, je me pose la question, si vous ne faisiez pas partie de ce projet pilote, comment est-ce que vous mettriez ce travail en priorité? Et vraiment, ce serait très, très difficile, franchement, et je ne sais pas si ça aurait été une priorité. Et je crois qu'en tant qu'organisation, nous avons fait des investissements en technologie et pour avoir le personnel qui soutient ce projet, donc nous pouvons aller de l'avant. Mais je crois qu'avec le temps, le personnel le- un problème énorme, c'est la direction qui change. Et nous avons eu des conversations à ce sujet. Et nous allons Google à Microsoft 365 l'an dernier afin de pouvoir comprendre comment s'est organisé ce changement. Nous avions des années et des années de de données sur papier et tout d'un coup de pouvoir changer d'optique, de pouvoir changer les outils. Maintenant, nous avons les outils, la technologie que vous n'auriez jamais utilisé auparavant. Et c'est un processus qui prend du temps, qui prend de la capacité, du financement et ceci ne vient pas très facilement. Est-ce que vous avez autre chose? Oui, je voulais dire que, parce que je pense également que c'est un nouveau risque à cause de cette transition. Avant, c'était vraiment la façon dont on pouvait faire ce genre de choses et vous le mettiez sous clé et c'était la seule copie qui existait, était cette copie physique, alors que l'armoire était sécurisée. Vous avez pu garantir ce côté privé de vos clients. Et maintenant, vous ne savez pas où sont ces données quand on vous force à faire cette transition sur plateforme digitale ou numérique, et même si c'est enregistré, vous avez également, avec l'adoption forcée de ces nouveaux outils, vous avez ces nouvelles situations, vous n'avez pas les mots pour le dire, et nous avons vu que c'est très important, et la conséquence de violation de vie privée ou les organisations qui ont été hackées. Et donc, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important avec cette transition forcée. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Avant la pandémie, nous avions ces dossiers ou de mettre des dossiers dans vos documents, même sur votre ordinateur ou votre tablette. Une personne part de l'organisation et voilà, les documents ont disparu. Et je crois que cette question de sécurité est de plus en plus importante. Et nous voyons nos bailleurs de fonds qui vraiment le demandent, que nos politiques et nos pratiques soient mises à jour
concernant la cybersécurité et les mesures de sécurité en général. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous, mais si je reviens à votre question initiale, je crois que si je n'avais pas fait ce projet, où auraient été les défis et où aurions-nous commencé? Et je crois que pour des organisations, c'est vraiment un véritable changement concernant le CRM et où les prototypes et ce que nous avons fait avec celui-ci. Et vous pouvez faire de petits changements. Vous avez besoin de savoir quel est votre but ultime et quel genre d'informations vous voulez capter et vous pouvez bâtir petit à petit. Merci Max, je veux vous donner la parole également. Oui, je rajouterais juste un tout petit peu. Et il y a un côté où la question de capacité dont les organismes ont besoin, la cybersécurité, je ne crois pas que 10 ans en arrière, on y pensait. On parlait de politique concernant l'IA, mais maintenant, on a besoin de parler de cette capacité. Et je crois que nous avons parlé de la question de ressources de financement et je veux trouver ça particulièrement pour les organisations. Nous avons une petite fenêtre. Nous avons tant et tant à investir et nous allons pouvoir développer des initiatives. C'est un petit peu un défi à comprendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Et bien sûr, nous pouvons augmenter la capacité et tous ces blocs sont très importants afin de pouvoir mettre en place ce genre de choses. Alors, aidons les gens à trouver leur chemin. Où commençons-nous? Où les organismes à but non lucratif commencent-ils ce chemin? Et quel est le rôle des bailleurs de fonds et gouvernements dans ce cadre? Nous commencerons par Viet cette fois-ci. Il s'agit en fait d'un langage que je ne crois pas avoir testé avec aucun des membres de ce panel, mais la façon dont j'ai commencé à décrire l'impact de notre projet est que nous travaillons dans un cadre de contraintes systémiques auxquelles les organisations sont confrontées. Je pense donc que les avantages que de nombreuses organisations tireront en utilisant notre prototype et consommant notre recherche ne se traduiront malheureusement pas par un changement systémique, parce que notre travail n'assouplit aucune de ces contraintes organisationnelles. Il s'agit de savoir comment travailler par petits gains ciblés, amélioration marginale et de comprendre quelles sont ces contraintes. Et si on recherche ces changements transformatiels, la conversation doit porter sur l'assouplissement de ces contraintes, et ce, y compris du point de vue du financement, de formules de financement et d'approches axées sur l'idée d'efficacité administrative. Là où, lorsqu'une organisation consacre plus d'argent à la mise en œuvre de programmes qu'à l'investissement dans son infrastructure interne, ce sont des critères clés. Et si nous étudions l'évaluation des organisations, c'est probablement là que des changements systémiques peuvent se produire. En ce qui concerne la rémunération, la réalité demeure que pour mieux investir en recrutement de talents techniques de très haut niveau, le salaire du marché est inabordable pour de nombreuses organisations à but non lucratif. Et donc, permettre aux organisations d'investir en elles-mêmes d'un point de vue financier, salarial, contribuera à tous ces changements plus systémiques, tandis que nos interventions à travers les prototypes que Blueprint a développés et que la recherche démontre tendent à comprendre les contraintes et à travailler dans le cadre de celles-ci. Absolument. J'aime cela. La transformation, le manuel de transformation est en fait une série de petits changements progressifs conduisant à un changement systémique. Alors oui, merci beaucoup pour cela. On va passer à Sampada. Es-tu d'accord avec ceci? Qu'en dis-tu? Oui, je suis tout à fait d'accord et je pense qu'avec les organisations, pour ce qui est de savoir par où commencer, il s'agit en fait de mettre en place un premier processus de façon adéquate. Par exemple, vous savez que vous devez fournir des rapports. Alors, à quoi ressemble la voie à suivre pour rendre compte de ces résultats? Il y a tout de l'admission à la prestation du programme en passant par les résultats et rapports. Même si vous pouvez prendre un seul élément
et dire quelles sont les données nécessaires pour raconter cette seule histoire et être en mesure de dire quels ont été vos résultats, je pense que c'est déjà suffisant pour que vous puissiez rendre compte de ces résultats. Et à nouveau, il s'agit vraiment pour les organisations à but non lucratif de comprendre qu'il faut beaucoup de temps pour se construire suffisamment et que dans un monde idéal, tous les systèmes se parleraient et que tout le monde serait polyvalent dans sa formation. Mais si vous pouvez considérer ce premier élément, je vais être très, très honnête avec vous. C'est quelque chose qui m'a aidé en termes d'inventaire de données. Dans une partie du projet, je devais dresser la liste de l'inventaire des données, c'est-à-dire des informations nécessaires pour raconter l'histoire. Dans le cadre de cet exercice, j'ai utilisé des outils d'IA pour m'aider à comprendre de quoi il s'agissait. Je pense donc qu'il existe des outils d'IA que les gens peuvent utiliser pour vraiment comprendre en fonction de mon organisation, en fonction de ce que nous faisons, comment pouvons-nous utiliser certains de ces outils pour aider à construire ces composantes de données. J'en viens à votre deuxième point, à savoir le rôle que doivent jouer les bailleurs de fonds et les gouvernements. Bien entendu, tout bailleur de fonds doit rendre compte de résultats obtenus, ce qui est cyclique, n'est-ce pas? Si vous obtenez de bons résultats, vous avez la possibilité de mettre en place d'autres programmes. Je pense donc une fois encore qu'il devrait soutenir l'infrastructure, la manière dont les données sont saisies, donc le financement du renforcement des capacités, le financement des systèmes de gestion de données sont les meilleurs modèles de réussite parce que vous investissez dans les composantes de la prestation du programme. Mais vous vous assurez également que les données appropriées sont saisies. Et lorsqu'ils ne peuvent pas financer, je pense que beaucoup de gouvernements et de bailleurs de fonds se doivent d'avoir les systèmes disponibles pour dire voici le portail, voici les infos que nous avons besoin que vous saisissiez. Nous allons vous guider à travers ça afin que vous puissiez vous assurer que nous saisissons les bonnes données, celles dont vous avez besoin et dont nous avons besoin. Je pense aussi que parce que beaucoup de petites organisations sont confrontées à des problèmes de capacité, un modèle de financement flexible lié au renforcement du système et à la littératie numérique serait essentiel. Et nous avons de la chance. Je pense que vous savez qu'en raison des dommages causés par la pandémie, de nombreuses subventions ont été accordées à l'échelle nationale et provinciale en général pour le crédit en ce qui concerne le renforcement des capacités, une subvention d'investissement. Je pense donc que les organisations à but non lucratif doivent regarder un peu à l'extérieur, si ce n'est déjà fait, pour voir ce qui est disponible au niveau de subventions. C'est compétitif, mais si vous pouvez faire un premier pas, c'est ce que nous avons fait nous-mêmes avec une subvention de renforcement des capacités axée sur la technologie numérique. Cela en soi nous a permis de faire un premier pas puis de comprendre quelle était la valeur du programme, du projet, et de continuer à bâtir là-dessus. Max, la parole est à toi. Oui, nous sommes tous les trois d'accord sur certains points, ce qui est probablement une bonne chose. Nous nous réjouissons du consensus, Max. Devrais-je commencer à être en désaccord? Je crois en fait que ce que Sampada disait par rapport aux bailleurs de fonds, je suis en grande partie d'accord. Et du point de vue des bailleurs de fonds, Max, un instant, on a un petit moment de défi technique. Alors, pour l'interprétation, on va revenir à la bonne chaîne à un petit moment. Vous pouvez y aller. Désolée. Est-ce que je dois changer de chaîne? Non, non, ça va. Vous pouvez, l'interprète était sur la chaîne en français, mais vous pouvez continuer. Désolée. Alors, donc, pour reprendre, je pense qu'il y a un point sur les bailleurs de fonds. Je suis en grande partie d'accord et du point de vue des bailleurs de fonds, un financement accru est toujours utile, bien sûr, en tant que ressource, parce qu'il s'agit d'un élément de capacité. Et il est compréhensible que les bailleurs de fonds soient souvent limités dans ce qu'ils peuvent fournir. Si ce n'est pas le cas, il est important de reconnaître que la capacité est un élément clé. Les organismes de mise en œuvre doivent investir et si le financement ne peut être assuré, les bailleurs de fonds doivent au moins jouer un rôle dans le processus de recherche d'informations. Et je l'ai associé aux ressources. Les bailleurs de fonds peuvent également assumer un leadership, n'étant pas directement lié à la question d'argent. En ce qui concerne la façon dont les organisations à but non lucratif démarrent d'un point de vue macro, je mettrai l'accent sur la stratégie, la mission et les personnes plutôt que sur la technologie. Lorsqu'on démarre, en particulier dans l'infrastructure actuelle,
Les entreprises sont fortement incitées à vendre de la technologie en disant que votre problème en tant qu'organisation sera résolu grâce à la gestion de la relation client, ce qui, à mon avis, crée beaucoup de défis et de complexité au niveau de la mise en œuvre. Le succès que nous avons rencontré avec les organisations débutantes est de savoir comment servir nos clients, quel est le meilleur moyen d'aller d'un point A à un point B en utilisant des données et comment la technologie se superimpose-t-elle à cela. Excellent. Donc, il faut commencer par de petits changements progressifs, se concentrer sur l'établissement des rapports sur les résultats obtenus et privilégier la stratégie, la mission et les personnes par rapport à la technologie. Autant d'excellents points de départ. Dernière question. Viette, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, une petite chose à ce sujet. Un avantage supplémentaire à cette approche que Max a exposée, c'est de reconnaître également que beaucoup d'outils numériques ne sont pas conçus pour les organisations à but non lucratif, étant donné le faible potentiel de revenus dans l'espace des organisations à but non lucratif pour ces genres d'entreprises de techno. Vous avez besoin d'un modèle de gestion des relations avec la clientèle pour vos donateurs et bailleurs de fonds potentiels et vous devez ensuite utiliser ce même programme de gestion des relations avec la clientèle d'une manière différente pour traiter avec vos clients et les utilisateurs finaux de l'organisation à but non lucratif. Donc, une grande partie de la technologie est développée pour le secteur privé ou pour des usages industriels ne pouvant pas être utilisés tels quels, ce qui souligne l'importance de l'approche présentée par Max. Merci beaucoup. D'accord. Alors, changeons un petit peu de cap et pensons à l'avenir. Quelle est la prochaine étape pour le projet en particulier? Et que faites-vous pour aider les organisations à améliorer leurs compétences numériques? Nous allons commencer par vous, Max. Oui, je pense qu'il y a deux directions à prendre et nous sommes très enthousiastes à propos du projet. La première est vraiment, je pense, autour de ces types de prototypes et de modèles. Nous avons passé beaucoup de temps à parler du modèle de capacité des données. L'un des domaines qui nous intéresse le plus est de savoir comment le mettre à l'échelle et le partager, n'est-ce pas? Car notre objectif est de créer un modèle que les organisations peuvent utiliser de manière relativement simple en tant que ressource externe pour les aider à relever certains des défis que nous avons rencontrés. Nous nous sommes donc attachés à déterminer comment partager ce modèle. Et nous avons également pris en compte certains des autres prototypes envisagés plus tôt dans le processus qui, je pense, s'attaquent à différents défis numériques auxquels les organisations sont confrontées. Donc, de pouvoir les transposer à plus grande échelle, c'est une de nos grandes aspirations, afin de trouver des moyens concrets de renforcer les capacités numériques dans tout le secteur. L'autre direction passionnante que j'aimerais aborder dès le début est celle que vous avez signalée, Wilfreda. Il s'agit du cadre compétences numériques plus que nous avons construit pour envelopper une grande partie de ce projet et pour déterminer quelles sont les compétences numériques dont les organisations à but non lucratif ont particulièrement besoin. Lesquelles sont les plus importantes, ce qui renvoie à ce que vous venez de mentionner, Viette. En quoi la capacité numérique est-elle différente pour les organisations à but non lucratif par rapport à d'autres secteurs de l'économie? Nous avons donc élaboré un cadre autour de cette question en cartographiant les capacités numériques des organisations à but non lucratif en les comparant au cadre canadien des compétences pour la réussite, en essayant de trouver des définitions pratiques de ce qui est un niveau de base de cette connaissance, un niveau avancé, et de ce que cela signifie en pratique pour les organisations à but non lucratif. Au cours du reste de l'année, nous testerons également des outils permettant aux organisations d'adopter un peu plus ce cadre afin de comprendre où les organisations peuvent identifier leurs points forts, leurs lacunes, leurs besoins. Encore une fois, comment pouvons-nous utiliser cela comme un outil d'orientation, comme une sorte de carte pour l'avenir de la construction de la capacité numérique que nous pensons être nécessaire pour accomplir la mission? Autre chose à ajouter, Viette? Oui, je parlerai de manière générale de l'orientation que j'espère donner à ce travail et peut-être d'un défi à lancer au secteur à but non lucratif, car vous n'êtes manifestement pas confronté à suffisamment de défis, je le crois. Mais il y a un réel compromis à faire avec ces outils. En réalité, si votre organisation souhaite investir dans la capacité numérique compte tenu des contraintes actuelles, cela signifie que vous devez consacrer du temps à cet investissement. Nous avons également vu des cas où les organisations à but non lucratif
veulent faire ce travail, puis demandent à leurs travailleurs en aval de l'ajouter à leurs priorités existantes, sans parler des compromis réels. La réalité étant que de nombreux travailleurs à but non lucratif sont déjà pressés par le temps, pressés par la capacité. J'espère donc, et c'est un défi pour cette phase du travail, que les organisations pourront reconnaître qu'elles ont besoin d'un temps dédié spécifiquement qui pourrait les détourner de leurs autres priorités. Je veux être honnête sur ce coup parce que je pense qu'il est juste de publier cet outil, de le divulguer, et il n'est pas juste de publier l'outil sans être honnête à ce sujet. L'autre direction que prend ce projet et la raison pour laquelle je suis très enthousiaste est la suivante. Une décision intentionnelle. Lorsque nous avons débuté ce projet, nous nous sommes intentionnellement concentrés sur l'IA parce qu'une grande partie de la conversation sur l'IA à ce moment-là était naissante et le risque était d'ajouter au bruit en étant spéculatif. Or, il y a désormais suffisamment de données, de bruit autour de l'IA pour s'y attarder, l'écouter et l'examiner. Je pense que le monde a changé depuis que nous avons conceptualisé le projet il y a 3 ans. Il y a un peu plus d'informations, de signaux et un peu plus de cadres analytiques permettant d'intégrer l'IA dans ce projet et la manière dont les organisations devraient réfléchir à l'IA de sorte qu'une partie du travail les engagera à commencer dans les phases initiales que nous avons développées. Nous espérons que cela contribuera à couper court un peu à une grande partie du bruit que nous voyons dans ce domaine. Oui, tout à fait. Sampada, certaines questions à venir sont un peu différentes pour vous. Étant donné votre participation au prototype et au projet pilote, comment comptez-vous poursuivre votre engagement? Oui, je pense qu'à la fois dans l'intention de rester engagé dans ce que nous pouvons faire collectivement pour faire avancer les choses, je suis personnellement, en tant qu'organisation, très heureuse de rester engagée par le biais de groupes de travail ou en soutenant ce à quoi les modèles de formateurs pourraient ressembler pour une meilleure adoption à plus grande échelle. Mais je pense qu'il est également essentiel pour les organisations de s'impliquer et d'être en mesure de commencer à un moment ou à un autre. Comme vous l'avez mentionné, via les choses qui coûtent de l'argent, pour lesquelles vous devez peut-être allouer des ressources, si vous n'avez pas certaines choses. Il y a des organisations telles que nous devons être plus ouverts en tant que secteur pour pouvoir partager. Le partage d'informations, même s'il s'agit de quelque chose de tout simple, comme le fait que votre organisation n'a pas de politique sur la cybersécurité, eh bien, à qui pouvez-vous vous adresser pour faire construire ce type de projet? Ou existe-t-il des organisations pouvant vous aider à soutenir ce processus? Et vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même, de tout faire vous-même. Il se peut que vous ne disposiez pas des compétences, de l'expertise au sein de votre organisation ou que vous n'avez pas le temps nécessaire. Et je pense donc qu'il est essentiel de tendre la main à des groupes plus larges dans lesquels vos organisations peuvent être impliquées pour commencer à mettre en place certains de ces éléments. Je pense également que la mobilisation des connaissances générales, les conférences, les endroits où on peut aller pour partager collectivement ces infos et rappeler l'importance de ne pas se contenter de présenter le prototype, mais d'expliquer comment nous pouvons le mettre en œuvre. Aussi, quels sont les défis que vous allez rencontrer en matière de financement, comment les relever pendant que vous travaillez sur le prototype, parce que je pense qu'il est tout aussi important de comprendre certains de ces problèmes systémiques afin que les gens comprennent les défis auxquels ils sont à même d'être confrontés et comment ils pourront les surmonter. Il est très encourageant de savoir que nous pouvons faire plus d'une chose. Excellent. Alors, on va maintenant revenir à la partie questions et réponses. On a quelques questions et on va maintenant vous donner la parole à vous, l'audience, qui avez voté sur les questions auxquelles vous voulez répondre dans la partie Q&A. Et je reviendrai vers vous à la fin pour quelques réflexion finale, 30 secondes avant la fin de l'émission. Mais nous avons quelques questions et nous allons vous les poser à vous, le public, qui les a votées dans la partie questions et réponses. La première est donc la suivante. Quelles sont les compétences numériques essentielles pour les collecteurs de fonds par rapport à l'exécution des programmes dans la recherche des prospects d'aujourd'hui? Et comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles développer ces compétences à l'interne? Je vous laisse le soin de décider qui se lance le premier.
Je suppose que je peux dire que c'est mon domaine, celui dans lequel je travaille au sein de mon organisation. En fait, je ne vois nécessairement pas de différence entre les compétences numériques et la mise en œuvre des programmes et je vais vous dire pourquoi. L'une des choses que nous reconnaissons, c'est qu'il est vraiment important pour nous d'aligner la mise en œuvre de programmes et ce que nous rapportons pour pouvoir le partager avec nos bailleurs de fonds. Je pense donc qu'en termes de compétences numériques, il faut essayer d'aligner une sorte de cadre de gestion des partenaires dans vos compétences numériques. Je sais qu'il y en a à Razor's Edge qui se concentrent sur ce sujet. Nous avons travaillé sur la question, savoir s'il existe un système qui pourrait être utilisé à la fois pour la mise en œuvre des programmes et pour la gestion et l'engagement des financeurs. Je pense donc que ces compétences de base, à savoir comment faire passer un bailleur de fonds d'un prospect à l'étape suivante afin d'établir des rapports sur la manière dont nous travaillons avec les bailleurs de fonds, sont vraiment importantes. Mais je considère qu'il s'agit d'une combinaison. Je le recommande vivement et j'insiste pour que vous travailliez en collaboration avec vos équipes chargées de la mise en œuvre afin vraiment des programmes, afin de comprendre quels sont les éléments que nous devons être en mesure de partager en termes de narration pour aller vers ces bailleurs de fonds potentiels. Je crois vraiment que c'est très utile de le faire de cette façon. En collaboration, évidemment, là, avec les équipes pour partager et s'assurer aussi que lorsque vous parlez d'une histoire, que l'histoire soit vraiment au sein de ce que vous relatez. Merci, Yvette. Oui. Je pense qu'il s'agit peut-être d'un cas d'utilisation parfait pour le prototype que nous avons créé, Max et Tina. La première étape de ce prototype est littéralement un exercice de cartographie des processus dans lequel vous passez en revue le processus de recherche de prospects. Qui est impliqué? Quelles sont les actions entreprises et surtout, quelles données sont collectées à chaque étape du processus de recherche de prospects? Et grâce à cette cartographie du processus, si vous suivez notre prototype qui sera publié dans quelques semaines, jusqu'au guide proprement dit et tout le reste, il y a un questionnaire autoguidé qui fait partie de ce genre d'outil qui vous permet ensuite de trouver des moyens d'améliorer cela. C'est donc exactement le cas d'utilisation parfait évoqué par Angel et ce prototype est spécialement conçu pour ce genre de choses. Je n'essaierai pas de battre cet argumentaire. Je crois que c'est vrai. C'est assez juste parce que je pense qu'il s'agit d'un problème contextuel qui diffère d'une organisation à l'autre. Il n'y a donc pas de solution simple, mais vous avez raison. Le prototype est censé répondre à cela et les recherches prospectives sont un problème de données pour lequel nous devons comprendre quel est le processus et ce qu'il apporte à la table. Je suis tout à fait d'accord. Si je peux ajouter quelque chose, c'est que je suis tout à fait d'accord à 100%. Je regardais l'inventaire hier soir en me préparant pour cette réunion. Et parce qu'encore une fois, je suis du côté des partenaires, mais exactement ce que vous avez dit, tout ce que j'ai énuméré en termes d'inventaire était basé sur ce que l'exécution du programme doit me montrer afin de le démontrer aux bailleurs de fonds. Il s'agissait donc vraiment d'utiliser ces deux optiques pour comprendre quelles sont les données à collecter. Et c'est donc un exercice parfait pour que vous puissiez dire à votre équipe de programme, voici les infos que nous avons recueillies, puis voici comment nous allons vendre ces informations à ces bailleurs de fonds potentiels. Il s'agit d'un outil autonome qui permet aux organisations à but non lucratif de s'en servir dès aujourd'hui, de lire les étapes, de les suivre pas à pas et d'obtenir des résultats escomptés. C'est fantastique. Quels sont les moyens efficaces de présenter l'impact numérique aux entreprises partenaires d'une manière qui favorise l'engagement? Viette? Oui. Je pense que c'est en fait un espace dans lequel, bizarrement, j'ai beaucoup d'expérience directe en organisant et participant à ces conférences. Commencez toujours par le message que vous voulez diffuser, mais comprenez ensuite la modalité et la façon spécifique dont vous le communiquez. Pour chacun des différents chats que vous organisez, je vais vous donner par exemple l'exemple des posts LinkedIn, qui je pense était un exemple dans la question.
C'est pourquoi vous pouvez essentiellement avoir des pensées courtes et moyennes. 2 à 3 paragraphes où vous pouvez donner un tout petit peu plus de détails sur certaines pensées qui pourraient être différentes si vous continuez à être, disons, sur Twitter ou Blue Sky, ou vous limitez à quelques phrases. Ainsi, chacune de ces plateformes et de ces façons de faire, YouTube Shorts, TikTok, ont des styles d'engagement très différents les uns des autres et des langages différents. Vous devez donc être en mesure d'adapter le langage que vous voulez utiliser à ces plateformes de façon différente. Vous pouvez donc vous demander comment adapter le langage à la plateforme. Vous vous intéressez aux personnes qui s'engagent sur ces plateformes et qui le font avec succès. Vous pouvez trouver des organisations qui sont présentes à la fois sur LinkedIn et sur Instagram. Vous pourrez ainsi observer les différents styles qu'elles affichent sur les deux et vous rendre compte du même message qu'elles essaient de transmettre dans ce format différent, dépendamment de la plateforme. Et vous pourrez en tirer des enseignements. Vous pourrez apprendre. Merci. Absolument. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, absolument. Je mets mon chapeau de marketing. Et oui, nous avons beaucoup de conversations avec mon équipe sur la façon de partager votre histoire. Encore une fois, on en revient aux histoires. C'est bien de mettre en ligne les informations relatives à votre programme, mais nous constatons un plus grand engagement lorsque nous partageons l'histoire d'une réussite. Je vous recommande donc vivement, si vous ne pouvez rien faire d'autre, d'intégrer un petit traitement des données. Demandez à l'équipe chargée de la mise en œuvre du programme de recueillir les histoires de réussite et d'impact tout au long du programme. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un petit formulaire indiquant simplement qu'ils approuvent l'utilisation de leur message et cela peut créer une si belle histoire à raconter. Même si vous êtes en mesure de partager sur les médias sociaux juste quelques points de données clés sur ce que votre programme fait et comment il s'engage, vous savez, cela peut faire toute la différence et je suis d'accord avec Viet. La façon de promouvoir sur les différentes plateformes est vraiment importante. Connaître son public est donc la première étape clé. Nous savons que les jeunes sont plus nombreux sur Instagram. Alors, comment promouvoir nos programmes pour les jeunes, principalement sur Instagram, plutôt que LinkedIn, qui utilisent Facebook? Alors, comprenez vraiment votre public, obtenez ces informations de première main de votre clientèle et vous serez en mesure de modifier la façon dont vous partagez les histoires et la façon dont vous vous engagez sur les plateformes. Max, le mot de la fin est à vous sur cette question. Viet et Sampada m'ont totalement dépassé en termes de communication stratégique. J'aurais probablement fait la même chose. Voilà qui conclut les questions et réponses. Avant de conclure, je voudrais vous donner une dernière occasion de laisser à l'auditoire, le temps passe très vite, une dernière pensée à retenir, une chose qu'ils peuvent faire à l'issue de cette session. Et je commencerai par Max. Je dirais qu'il faut absolument examiner les documents. Je pense que notre microsite est hébergé sur Sanders. Est-ce que c'est ça, Wilfreda? Oui, OK. Oui, je pense qu'en regardant le prototype, si cela vous semble logique, regardez certains des rapports. Nous les avons un peu densifiés, mais je crois qu'ils fournissent beaucoup de contexte, de définition ainsi que d'outils pratiques. Je me réjouis de la manière dont nous pouvons parvenir à trouver un équilibre entre l'utilité et l'accessibilité. Vous avez donc la possibilité de le consulter. Je vous suis très reconnaissant et je vous remercie pour ce véhicule. Viet? Oui, c'est peut-être un petit peu absurde, mais ne vous attendez pas à ce que le prototype résolve tous les problèmes existants dans votre organisation. Ça ne sera pas le cas. Mais ce que j'espère vraiment, c'est qu'il vous incitera à penser aux problèmes, à la montée en puissance du numérique, comme quelque chose qui ne commence pas avec la technologie, mais avec ce que vous voulez réellement réaliser en tant qu'organisation. Il est très facile dans ces conversations de commencer par l'outil. Vous voyez une nouvelle technologie sortir et votre premier réflexe est « Comment puis-je utiliser cette technologie dans mon organisation ?» Alors qu'en fait, pour que ces initiatives soient couronnées de succès, vous devez vous baser sur ce que vous voulez réaliser en tant qu'organisation. Et ensuite,
trouver les technologies existantes actuellement pour résoudre ce problème. Ce faisant, vous découvrirez peut-être que la technologie dont vous avez besoin n'est pas la nouvelle technologie brillante là, qui a été lancée hier. Il peut s'agir d'un outil qui existe depuis une décennie, qui a peut-être échappé à votre radar. Il peut très bien s'agir de Microsoft Excel, qui existe depuis des décennies, mais vous n'y parviendrez pas si vous ne commencez pas par vous concentrer sur ce que votre organisation veut d'abord réaliser. Oui, Sampara, je suis d'accord avec les commentaires déjà formulés, mais je pense que les organisations doivent se pencher sur leur vision stratégique et tout aligner sur celle-ci. Ainsi, si vous recherchez la croissance dans votre organisation, vous savez qu'il peut y avoir des investissements à faire et que vous devez trouver les moyens de les réaliser. Mais je pense que les organisations souhaitant simplement renforcer leur capacité peuvent le faire en matière de données. Là, elles doivent rester informées, s'engager, continuer à participer à ce genre d'ateliers comme aujourd'hui, s'impliquer pour être les premières sur la liste lorsque le prototype sera disponible à plus grande échelle. Faites toutes ces choses. Mais je pense aussi qu'il faut développer votre système de gestion des bénévoles, aller dans les écoles, découvrir qui fait des stages, qui a des étudiants qui ont une expertise dans ce domaine. Si vous ne pouvez pas vous permettre de payer du personnel, développez votre base de bénévoles pouvant aider à soutenir certaines de ces questions dans ces domaines. Donc, il y a de multiples façons d'agir. Ne pas considérer cela comme une tâche énorme et écrasante est comme quelque chose d'irréalisable, mais plutôt de procéder petit à petit, morceau par morceau. Et je pense qu'il est possible d'agir, surtout si on s'engage et que l'on met sur sa liste le prototype. C'est une parfaite place pour arrêter. Donc, merci beaucoup. Cela nous amène à la fin de la conversation. Et quelle conversation ce fut. Merci à nos panélistes d'avoir partagé leurs connaissances et expertise avec nous. Merci pour tout le travail que vous avez consacré à cette recherche, que ce soit du point de vue d'organisations pilotes comme Skills for Change ou du point de vue des chercheurs. Nous apprécions tout votre travail accompli. Au public, nous vous remercions d'être ici, d'avoir pris le temps, malgré vos journées chargées, de vous engager avec nous et sommes impatients de partager. Comme Max y a fait allusion, le projet a été entendu et la prochaine phase apportera des outils plus pratiques pour vous aider à mettre en œuvre et assimiler cette excellente recherche. Si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous à la liste de diffusion de l'expéditeur. Nous mettrons le lien dans le chat. Suivez-nous sur LinkedIn. Gardez un œil sur les réseaux sociaux pour voir comment le projet progresse. Encore une fois, merci. Cette information sera diffusée et partagée par courriel. La séance est enregistrée. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous.